Quand Wilson rentre chez lui le 8 juillet 1919, il trouve les Américains changés. Ils n'ont pas du tout l'intention de se mêler aux horreurs qui se préparent de nouveau en Europe. Ils sont redevenus isolationnistes. Ils estiment qu'ils ont fait trop de sacrifices pour une guerre qui n'était pas la leur. Le président sait qu'il doit reprendre le pays en main, défendre son traité, puisque les sénateurs républicains ne veulent pas en entendre parler. Il prend le train, contre l'avis de ses médecins, pour porter la bonne parole dans tout le pays. Des articles hostiles à la politique de Wilson sont publiés dans tous les journaux. Pourtant, l'accueil des foules à Saint-Louis, à Kansas City, à Omaha, à Los Angeles est toujours chaleureux. Le monde attend que nous le prenions en main, dit-il. Il nous met en garde contre le rejet du traité. J'aimerais rassembler les garçons qui ont fait cette guerre. Mais je suis obligé de m'humilier devant vous et de vous dire que je n'ai pas été capable de remplir ma promesse. Vous êtes trahis. Un journal d'Omaha note que 9 sur 10 des citoyens de la ville sont contre l'entrée des États-Unis dans la Ligue des Nations. Un journal de New York qualifie la Ligue de miroir aux alouettes. Wilson prononce 40 discours en 22 jours. Il est terrassé par une attaque le 25 septembre dans le Colorado. La campagne est terminée. En novembre, le président est chez lui, à moitié paralysé, quand les sénateurs républicains parcourent sur ses traces le pays pour dénoncer le traité, parler contre la Ligue des Nations. Albert Fall, du Nouveau-Mexique. Frank Brundage, du Connecticut. William Borah, de l'Idaho. Hiram Johnson, de Californie, explique qu'il faut choisir entre l'Amérique et la Ligue. Le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat a traité la Ligue de monstre diabolique d'apparence sainte. Le président a du poids, c'est le sénateur Henry Cabot Lodge du Massachusetts. Le 19 novembre, le Sénat repousse le traité par 53 voix contre 38. Rejeté par les républicains, mais aussi par des démocrates, le traité de Versailles et sa Ligue des Nations retournent à la Maison-Blanche. Wilson achève sa présidence à son domicile, soigné par son épouse. Le pays ne l'a pas suivi. Il s'en va seul. Le pays veut se sauver en refusant un monde qui court à sa perte. Les citoyens des États-Unis d'Amérique ont très peur du bolchevisme, même sur leur territoire, même dans les villes où ils habitent, dans les usines où ils travaillent. L'attorney général Michel Palmer exploite cette peur, utilise les complots communistes, les projets d'attentats et de manifestations violentes. Il déclare suspects les réformateurs sociaux, les syndicalistes et tous les gens, d'une manière générale, qui sont des protestataires. Des suspects sont pris, déportés, suspendus de leurs droits civiques. En 1920, un sénateur américain de l'Ohio, Harding, très hostile à la Ligue des Nations, revendique les droits de l'Amérique. Il ne veut pas de révolution, mais une restauration de l'esprit américain. Il fait sa campagne présidentielle sur ce thème du retour à la normale. Il exprime le désir de la nation de revenir au bon vieux temps, quand les Duke Boys poursuivaient les Indiens et non pas les communistes.
L'Assemblée de la Ligue des Nations se réunit à Genève en 1920 en l'absence des États-Unis. Les hommes politiques essaient de rétablir par la négociation ce qui a été brisé par la guerre, de faire en somme comme si la guerre n'avait pas existé. L'Assemblée veut éviter les conflits avec beaucoup de bonne volonté. Elle n'y réussit pas et l'Allemagne hitlérienne conduit de nouveau à la guerre en septembre 1939. Ainsi, l'œuvre de Wilson lui survit-elle, mais elle est incomplète, inefficace. L'ancienne génération des hommes politiques européens ne croit guère dans l'esprit de Genève et souhaite prendre des sécurités pour imposer une nouvelle paix armée. En France, Clémenceau est battu quand il se présente à l'Élysée. Lloyd George tombe en Angleterre en raison des problèmes économiques et sociaux de l'après-guerre, qui coûtent son siège de député à Churchill lui-même. Le lion rugissant des Dardanelles perd son siège. Le président du Conseil français, Aristide Briand, essaie de contraindre l'Allemagne à payer des réparations. Le président américain Harding estime pour sa part que si l'Amérique a repoussé la Ligue des Nations, elle garde un rôle mondial et doit l'assumer. Sous l'administration Harding, 6 traités sur le désarmement sont signés. 11 autres sont conclus pour sauver l'ordre du monde, avec la signature de l'Amérique. En 1920, le monde n'a plus rien à voir avec ce qu'il était en 1914. Contre l'avis de ses médecins, pour porter la bonne parole dans tout le pays. Des articles hostiles à la politique de Wilson sont publiés dans tous les journaux. Pourtant, l'accueil des foules à Saint-Louis, à Kansas City, à Omaha, à Los Angeles est toujours chaleureux. Le monde attend que nous le prenions en main, dit-il. Il nous met en garde contre le rejet du traité. J'aimerais rassembler les garçons qui ont fait cette guerre. Mais je suis obligé de m'humilier devant vous et de vous dire que je n'ai pas été capable de remplir ma promesse. Vous êtes trahis. Un journal d'Omaha note que 9 sur 10 des citoyens de la ville sont contre l'entrée des États-Unis dans la Ligue des Nations. Un journal de New York qualifie la Ligue de miroir aux alouettes. Wilson prononce 40 discours en 22 jours. Il est terrassé par une attaque le 25 septembre dans le Colorado. La campagne est terminée. En novembre, le président est chez lui, à moitié paralysé, quand les sénateurs républicains parcourent sur ses traces le pays pour dénoncer le traité, parler contre la Ligue des Nations. Albert Fall, du Nouveau-Mexique. Frank Brundage, du Connecticut. William Borah, de l'Idaho. Hiram Johnson, de Californie, explique qu'il faut choisir entre l'Amérique et la Ligue. Le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat a traité la Ligue de monstre diabolique d'apparence sainte. Le président a du poids, c'est le sénateur Henry Cabot Lodge du Massachusetts. Le 19 novembre, le Sénat repousse le traité par 53 voix contre 38. Rejeté par les républicains, mais aussi par des démocrates, le traité de Versailles et sa Ligue des Nations retournent à la Maison-Blanche. Wilson achève sa présidence à son domicile, soigné par son épouse. Le pays ne l'a pas suivi. Il s'en va seul. Le pays veut se sauver en refusant un monde qui court à sa perte.
Un journal de New York qualifie la Ligue de miroir aux alouettes. Wilson prononce 40 discours en 22 jours. Il est terrassé par une attaque le 25 septembre dans le Colorado. La campagne est terminée. En novembre, le président est chez lui, à moitié paralysé, quand les sénateurs républicains parcourent sur ses traces le pays pour dénoncer le traité, parler contre la Ligue des Nations. Albert Fall, du Nouveau-Mexique. Frank Brundage, du Connecticut. William Borah, de l'Idaho. Hiram Johnson, de Californie, explique qu'il faut choisir entre l'Amérique et la Ligue. Le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat a traité la Ligue de monstre diabolique d'apparence sainte. Le président a du poids, c'est le sénateur Henry Cabot Lodge du Massachusetts. Le 19 novembre, le Sénat repousse le traité par 53 voix contre 38. Rejeté par les républicains, mais aussi par des démocrates, le traité de Versailles et sa Ligue des Nations retournent à la Maison-Blanche. Wilson achève sa présidence à son domicile, soigné par son épouse. Le pays ne l'a pas suivi. Il s'en va seul. Le pays veut se sauver en refusant un monde qui court à sa perte. Les citoyens des États-Unis d'Amérique ont très peur du bolchevisme, même sur leur territoire, même dans les villes où ils habitent, dans les usines où ils travaillent. L'attorney général Michel Palmer exploite cette peur, utilise les complots communistes, les projets d'attentats et de manifestations violentes. Il déclare suspects les réformateurs sociaux, les syndicalistes et tous les gens, d'une manière générale, qui sont des protestataires. Des suspects sont pris, déportés, suspendus de leurs droits civiques.